L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Vous êtes maire de Nice, Christian Estrosi, vous avez été ministre de l'Industrie et Dieu sait que les sujets ne manquent pas ce matin. Alors commençons par la question à laquelle vous n'allez pas répondre mais sur laquelle nous allons insister avec mon camarade Gilles. Est-ce que vous allez vous représenter à Nice ? J'ai dit que je serai maire de Nice à 300% jusqu'au dernier jour. Oui, mais quand est-ce que vous allez annoncer que vous allez vous représenter ? Ce serait dommage qu'on ne parle que de ça. Mais vous vous rendez compte, si on était maire pendant 4 ans et demi, être obligé d'être en campagne la dernière année et demie. Pour moi, c'est un sujet que je ne me pose pas et auquel je ne réfléchis pas une seconde par jour. Même le matin en vous rasant. Même le matin en me rasant, et je pense que mes administrés m'en voudraient beaucoup, que je pense à rentrer en campagne électorale aujourd'hui, plutôt que de me consacrer à tous ces beaux sujets qui, en 2013, m'amèneront à faire de Nice la capitale de la francophonie, à livrer le stade qui est sélectionné pour l'Euro 2016, une coulée verte de 11 hectares en cœur de ville, qui est la première ville de France. C'est par pudeur et habileté politique, donc, que ne voulez pas dire. Non, mais j'aime ma ville, je me passionne pour ma ville. Je sors d'ailleurs un ouvrage aux éditions du Rocher le 20 février prochain qui en dit beaucoup sur cette fusion qu'il y a entre ma ville et moi. Et je ne veux donc pas vous allez vous représenter si vous écrivez un livre. Je ne veux pas décevoir les Niçois, je veux qu'ils me sachent à mon poste jusqu'au dernier jour. Mais si je vous pose cette question avec Gilles qui va enchaîner derrière moi, c'est que vous avez vu qu'autour de Paris, on ne sait pas très bien qui va y aller. Bernard Debré dit que François Fillon ne va pas y aller. Et cette espèce d'ambiance générale où personne ne sait qui va faire quoi à droite, c'est quand même un peu compliqué pour organiser une opposition. C'est plus un débat, Guillaume Durand, sincèrement, pour les villes à conquérir, que pour les villes où nous savons que nos élus sortants sont solidement installés. Et donc c'est pas un débat à ouvrir aujourd'hui. Pour les villes à conquérir, par contre, nous voyons ce télescopage entre le calendrier des élections internes de l'UMP au mois de septembre prochain et l'exigence que nous avons de nous mettre en ordre de marche, parce que je crois que quand on est dans l'opposition, c'est les grandes périodes de reconquête des territoires, des villes, des départements, des régions, et l'UMP n'a pas le droit de rater cette échéance. Alors justement, Gilles va enchaîner sur l'élection à la présidence de l'UMP dont vous ne voulez pas. Mais non, c'est pas vrai. Bon, vous ne la souhaitez pas. Vous venez de confirmer en tout cas que effectivement la reconquête d'un certain nombre de villes et de territoires était la priorité absolue par rapport effectivement aux élections à l'UMP. Mais est-ce que vous sentez cette amorce de reconquête ? On ne connaît pas les candidats, on n'a pas l'impression que vous êtes très présent. C'est après-demain quand même le municipal. Bon, d'abord, j'essaie de me placer au-dessus de la mêlée parce que je crois que l'UMP a désespéré dans ce débat des élections internes beaucoup de Français. Après, je le dis, pardon de vous interrompre, revoter ce serait une erreur. Hein, je vous cite. Non, j'ai pas dit revoter ce serait une erreur. J'ai dit, non. J'ai dit ce calendrier est une erreur. Ah, le calendrier. J'ai dit le calendrier est une erreur. Revoter en septembre. Nous avons l'exigence de revoter. Et donc, un accord est un accord. Nous l'avons obtenu grâce à François Fillon et grâce à un effort important de Jean-François Copé. Ne comptez pas sur moi aujourd'hui pour troubler ma famille qui a besoin d'unité. Donc de ce côté-là, on a arrêté la date du mois de septembre. J'aurais préféré que ce soit une date plutôt au proche, avril, mai, juin, pour nous permettre d'être en ordre de marche, parce que nous avons besoin d'une vraie direction élue à la tête de l'UMP, qui n'offre pas l'image qui est un peu regardée aujourd'hui avec ironie et qui était traduite il y a quelques instants de cela par Guillaume Tabar sur cette armée mexicaine, une armée pléthorique, etc. J'en conviens, et moi l'ironie à l'égard de ma famille politique, ça ne me plaît pas. Mais je dois apporter ma contribution à l'unité. Donc voilà, j'aurais préféré une date plus proche qui nous aurait permis de nous mettre en route dès le mois de juin pour la préparation d'échéances où nous avons de belles communes de plus de 30 000 habitants à conquérir et qui sont à la portée de notre main, où nous avons de bons candidats, où nous pouvons faire de belles primaires en même temps à l'intérieur même de notre parti. Malheureusement, nous serons un peu pollués par une nouvelle campagne électorale interne jusqu'en septembre. Et puis par les primaires qui arrivent derrière. Elle est incontournable. Je veux cette élection interne, qu'on ne me fasse pas dire le contraire. En même temps, je donne mon avis, je l'avais donné en son temps même à François Fillon, à Jean-François Copé. Vous établissez une date un peu tardive. Justement, sur l'affaire Fillon, qui est un peu révélée dans la presse ce matin avec ses propos de Bernard Debré. Bernard Debré dit, Fillon m'a dit qu'il n'était pas question, en tout cas que j'avais pris ma décision, que je n'irais pas à Paris. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'avenir de la droite, une mauvaise chose, ou est-ce que finalement c'est un sujet qui vous paraît peu important ? C'est un sujet qui me paraît peu important parce que je crois que nous avons aujourd'hui, avec une personnalité comme François Fillon et quelques autres,
à les préserver pour l'échéance essentielle de 2017 de la reconquête de la présidence de la République. Nous avons à cet égard à essayer, après l'exemple et l'image détestable que nous avons offerte à l'automne dernier dans notre élection interne, à essayer de dépassionner d'abord le débat de septembre prochain, et ensuite à veiller à ne pas abîmer dans de nouvelles primaires celles et ceux qui peuvent constituer un enjeu d'avenir. Donc il a raison. Donc, c'est pas confirmé officiellement. Ce n'est pas confirmé. Mais il a plutôt raison. François Fillon sait que je l'ai soutenu à l'élection à la présidence de l'UMP. S'il est de nouveau candidat, je le soutiendrai. S'il ne l'est pas, je n'en soutiendrai aucun. Je resterai au-dessus de la mêlée. Et ensuite, ce sera son choix de savoir s'il veut s'engager pour notre capitale, pour Paris. Pourquoi pas ? Mais c'est à lui d'évaluer les choses. Nous avons besoin avant tout de parler d'une vraie ligne politique. Les Français veulent savoir où nous voulons les conduire et toujours parler d'investiture, de qui va où, de qui va faire quoi, etc. Oui, je crois que ça n'intéresse pas les Français. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est ce qui a pollué pour l'instant le débat à droite. Les Français ont besoin de savoir ce qu'on a proposé pour leur pouvoir d'achat, pour la compétitivité de nos entreprises, pour la lutte contre les importations désastreuses qui mettent en difficulté la production industrielle et l'innovation dans notre pays. Parlons de sujets un peu nobles. Moi, ces débats politiciens ne m'intéressent pas. Alors, Gilles Leclerc. À propos de ces sujets, je rappelle que vous avez été ministre de l'Industrie. Quand vous voyez les problèmes, par exemple, dans le secteur automobile que vous connaissez bien, qu'est-ce que vous pensez de la gestion par ce gouvernement, je dirais, de ces plans sociaux, de ces fermetures d'usines, quand on voit ce qui se passe à Aulnay? 1000 fermetures, les Échos depuis 2009. Est-ce qu'au fond, vous êtes en train de dire que finalement le politique ne peut pas grand-chose et qu'il n'y a pas une énorme différence dans la gestion entre un gouvernement de gauche et de droite, ou vous dites si il y en a une? Écoutez, il y a un papier dans le Figaro Entreprise de ce matin qui démontre que la remontée de l'industrie française s'est opérée lorsque j'étais ministre de l'Industrie entre 2009 et 2010 et qu'elle a recommencé à chuter ensuite. Lorsque j'entends vraiment que c'est la responsabilité du politique. Lorsque j'entends M. Montebourg, je dis que le politique peut inverser le cours des choses. Lorsque j'entends M. Montebourg qui d'un coup se dit au fond les politiques de filière qu'avait mis en place Estrosi avec les États généraux de l'industrie et la Conférence nationale de l'industrie, qui a porté de vraies règles entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants pour qu'on respecte le savoir-faire français, qu'on soutienne les usines françaises, les ingénieurs français et qu'on essaie de mettre un terme à des importations qui viennent nous concurrencer. Quand on voit ce pouvoir socialiste qui en quelques semaines a gommé la taxe anti-délocalisation et qui faisait payer les importations qui venaient de Chine, d'Asie, des États-Unis et qui baissait les charges de nos entreprises, en même temps charges salariales et charges patronales, pour nous redonner de l'oxygène et plus de parts de compétitivité. Aujourd'hui, je sais que nous avons les moyens de soutenir la production française. Comment monsieur Montebourg peut taper sur PSA, dont le carnet de commandes sur la nouvelle génération de véhicules hybrides est pleine jusqu'à 2015, qui est en plein dans l'innovation, qui produit 45% de ses véhicules en France, avec 60% de composants qui sont faits par des sous-traitants et des équipementiers français, et soutenir M. Carlos Ghosn, qui a un comportement inqualifiable sur Renault, alors que nous en sommes l'actionnaire principal, et qui ne produit que 25% de Renault en France. Vous dites qu'il y a 2 poids 2 mesures là, dans le traitement de un comportement PSA et Renault. Inqualifiable. Est-ce que vous voyez M. Barack Obama tirer à boulet rouge sur General Motors au lieu de soutenir le patriotisme industriel de son pays? Eh bien, je dis que nous avons beaucoup de parts de marché à gagner. Mais il faut changer de comportement. Il faut soutenir les entreprises et lutter contre ceux qui ne produisent pas dans les mêmes conditions environnementales et sociales que nous, à l'extérieur de nos frontières. Dernier point, il nous reste 30 secondes. Vous avez vu François Hollande pour préparer ces Jeux de la francophonie. Est-ce que vous soutenez l'opération Mali? Oui, je la soutiens. Et ça n'est pas un soutien de convenance, mais c'est un soutien de conviction. Lorsque je vois les succès de nos armées, notamment la reconquête de Gao, de Tombouctou, etc., je dis qu'il faut aller jusqu'au bout pour soutenir à la fois l'armée malienne, sa recomposition avec la CEDEAO, pour redonner une stabilité à ce pays, donner les moyens au président par intérim Yokunda Traoré de pouvoir organiser des élections libres dans toute cette Afrique de l'Ouest. Nous avons à les accompagner pour lutter contre le djihadisme et contre le narco-djihadisme. Aujourd'hui, nous avons remporté quelques premières étapes, mais il faut se dire que ces djihadistes se
sont un peu évaporés dans la nature, ils peuvent réapparaître à tout instant. C'est la responsabilité historique de la France. Nous devons nous montrer unitaires sur ce sujet, parce que si nous ne le faisons pas, si nous n'accompagnons pas les forces africaines, eh bien c'est à l'intérieur même des frontières de notre pays que nous aurons de graves soucis demain. Merci beaucoup Christian Estrosi d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et donc de Public Sénat.